Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas parlé en format long. Ça fait trop longtemps, vous m'avez trop manqué. Aujourd'hui, pour le grand retour après la pause estivale, on va parler d'Emily in Paris. Bonjour, bienvenue. Cette série, on en parle en bien, on en parle en moins bien aussi. Surtout pour le côté un peu guilty pleasure. Genre le plaisir coupable. Bah ouais, Emily in Paris, c'est trop caricatural, c'est pas les vrais Français, on te dépeint un tableau idéalisé de Paris. Oh, it's so beautiful, so beautiful. So beautiful. Et du coup, on a honte de regarder ça. Mais on le fait quand même, on kiffe. Et c'est vrai qu'on voit pas Emily faire ce que fait le Français de tous les jours en fait. On la voit pas dans le métro, on la voit que dans des endroits ultra glamour, ultra mode, participer à des choses qui sont même très très mode. Mais la série, elle est assumée comme telle. Et on va juste rappeler la base, c'est une fiction. Voilà, on va regarder une série, on va pas regarder la vie de tous les jours d'une personne de tous les jours. En regardant cette série, t'es censé avoir envie d'être à la place d'Emily, t'es censé la jalouser, t'es censé avoir envie d'aller aux mêmes soirées qu'elle, avoir accès aux mêmes privilèges sociaux qu'elle. Et ça, évidemment, ça passe par toutes les tenues qu'on voit dans la série. Parce que c'est aussi ça qui est critiqué, parce qu'Emily, elle est fringuée pas du tout comme on se fringuerait tous les jours. Derrière ça, il y a tout le travail de la chef costumière Marilyn Fitoussi. Et en soi, même si on a l'impression que c'est un peu un espèce de gloubi-boulga et qu'elle met un peu n'importe quoi, qu'elle fringue Emily avec ce qu'elle trouve, elle a un travail de recherche de ouf. Si, je vous promets, pour toutes les tenues de la série, elle a une façon de travailler qui est très très méthodique. Elle sélectionne à chaque fois pour tous ses looks 4 types de pièces. Et elle fait un mix pour avoir vraiment un quart. Un quart de pièces haute couture, histoire de montrer le côté justement mode, grand créateur. Un quart de pièces vintage, histoire d'avoir un petit côté historique. Un quart de pièces de jeunes créateurs, qui sont un petit peu en train de monter, histoire aussi de les révéler. Et un dernier quart de pièces de fast fashion. Et pour tout ça, Fitoussi, elle dit qu'elle n'a pas de sponsoring. Elle se défend d'avoir du sponsoring. Donc normalement, elle annonce qu'elle est libre de sélectionner et elle-même, elle choisit toutes les pièces qu'elle prend. Parce que dans la série, t'as quand même 2500 paires de pompes, 350 sacs de designer et 3000 pièces de bijoutier. Ouais, j'ai mes notes. Après, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle du gifting, donc les marques qui lui font des cadeaux en mode « Tiens, si tu veux, si ça t'inspire, si tu veux habiller tes acteurs avec ça, on te l'offre. » Techniquement, c'est du sponsoring, mais c'est cadeau. Ouais, techniquement, c'est du sponsoring, mais elle est pas payée pour. En plus, je me dis que là, on a la saison 4. Avec le temps, les créateurs, les marques, ils doivent de plus en plus la solliciter, parce que là, mais elle est en plein boom, cette série. La saison 3, elle a fait 50 millions de vues dans le mois après sa diffusion. Et tous les looks d'Emily, ils fascinent les fans. Il y a vraiment des comptes Instagram qui sont dédiés pour répertorier et essayer un petit peu de faire comme un « Où est Charlie ?» de quelle pièce et pourquoi Emily, elle est fringuée comme ça. Et le truc, c'est que Marilyn Fitoussi, elle-même, elle repartage, elle montre les créateurs qu'elle met en avant, et elle repartage en mode « Oui, vous avez trouvé les looks que j'avais sourcés, etc. » Donc oui, il y a ce mini-jeu avec les fans de retrouver quelle petite pièce appartient à quelle marque. Mais pour la saison 4, il y a même un autre mini-jeu, on passe au stade au-dessus. Il y a le mini-jeu du sponsoring. Est-ce que cette série, c'est pas devenu une giga sponsor déguisée ? Évidemment, des sponsors, il y en avait dans les premières saisons. Évidemment, on voyait des marques qui avaient été mises en avant, etc. Ça fait partie de l'ADN d'Emily in Paris. Ça fait vraiment partie du sujet, parce qu'évidemment, Emily, elle bosse en tant que commerciale dans une agence de communication. Donc oui, cette agence, on la voit élaborer des publicités, parfois pour des vraies marques, parfois pour des marques qui sont fictives, mais du coup, ça nous permet, nous, en tant que spectateurs, de voir cette mise en scène de l'envers du décor, mais aussi de voir des vraies marques qui sont mises en avant. Give a tutorial to your staff on how to present the product. Vestiaire collectif, Boucheron, Bouillon Chartier, Samsung, et vas-y que je te balance des marques dans tous les sens. Et j'ai trop kiffé voir des retours de journalistes et de fans qui se disaient que quand ils ont la version Netflix, moi j'ai cette version-là, avec les publicités, quand t'as le moment des pubs, t'as presque l'impression d'avoir des pubs qui sont intégrées littéralement dans la série, et puis t'as ton petit moment coupure pub. Mais ça s'arrête jamais. Il y a même des marques qui passent leurs pubs spécialement pour Emily in Paris. Comme Guerlain, là, qui passe ses coupures pub pour son parfum. Et le truc, c'est que maintenant, les marques, elles se battent pour faire des placements de produits dans cette série. Mais en même temps, cette série, c'est un panneau publicitaire, mais parfait. Il est tout doux, ta publicité, elle est emballée. Tu sais, c'est un petit sucre d'orge, quoi. Parce que la publicité, c'est le sujet de la série. Donc même si on te la passe, c'est pas grave, elle passe très smooth. Et le truc, c'est que ça marche, parce que les chiffres de vente des marques qui passent dans la série, ils augmentent significativement, mais dans le mois après la diffusion. Les ventes des marques de luxe qui grimpent après la diffusion des épisodes de la série, définitivement, Emily in Paris fait du bien à l'industrie du luxe française. Du coup, l'intérêt pour Netflix, il est où ? Le premier, évidemment, c'est de se faire un max de fric. Oui, évidemment, se faire du fric quand t'investis dans une série, c'est la finalité. Mais le deuxième intérêt, c'est que vu que cette série, c'est une version idéalisée de Paris, montrer des marques du réel, ça permet de créer des repères qui sont concrets, qui sont tangibles pour le spectateur.
Et en fait, ça ancre la série dans une réalité qui est plus proche de la nôtre, pour qu'on puisse facilement s'identifier aux personnages, et du coup qu'on accroche à la série. Oui, c'est Paris sans les rats, c'est Paris sans le métro, mais il y a des McDo. Et les marques qu'on voit, c'est des marques qui sont mondialement connues. Donc en tant que Français, en tant que spectateur français, ou même un spectateur américain, de n'importe où, en fait, on est tous concernés, et donc on peut tous s'identifier. Si ce n'est que, évidemment, le Burger King est bien mieux. Mais ça, c'est pas le sujet. Et tout ce stratagème de sponsoring dans la série, il est d'autant plus criant quand tu vois que toutes les marques qui sont citées, en fait, on n'en parle que en positif. Et les seules marques dont on veut se moquer ou utiliser de manière scénaristique pour en faire quelque chose de négatif, n'existent pas. Comme par exemple Cadence qu'on voit. Ce côté sponsorisé, il date pas de la saison 4, évidemment, c'est commun à toutes les saisons précédentes. Mais personnellement, dans cette saison-là, dans cette saison 4, il me choque d'autant plus parce que je trouve que le scénario, il est un peu creux. Ok, on est pour le moment qu'à la moitié de la saison 4, on attend la suite de la diffusion qui arrive très bientôt. Ok, c'est pas une série avec des enjeux de ouf comme un anneau à les détruire dans une grande montagne, dans un volcan par exemple. Mais les enjeux d'Emily dans cette saison, ils sont bien moins importants que ceux des précédentes saisons. Dans la saison 1, Emily, elle arrive en tant qu'américaine, qui est ringarde et qui du coup doit se faire à la France. Donc ça, on voit très bien son premier enjeu, elle essaye de s'intégrer. Saison 2, toujours dans ce comique de choc culturel, elle s'est fait à la France, et elle doit choisir de rester ou pas en France. Saison 3, elle s'intègre encore plus, même on le voit dans sa coiffure, dans son attitude, et du coup, elle aide de ouf sa boss. Parce qu'il y a tout un truc aussi avec l'agence dans laquelle elle bosse. Et en plus, c'est toujours les mêmes histoires au fil des 3 saisons, avec les mêmes mecs, et voilà. Là, dans la saison 4, elle évolue pas vraiment Emily, que ce soit sentimentalement ou même professionnellement. Pour la fin de la saison, la seule chose que je sais, c'est waouh, elle va à Rome. Ça donne un peu un goût de on t'envoie des paillettes de vacances parce qu'on est en septembre et que du coup tu vas pouvoir voir Emily qui elle voyage parce que toi t'as repris le taf. Ils sont malins Netflix, hein. On vient de finir le montage de la vidéo, la partie 2 d'Emily est sortie hier, et je maintiens mon point de vue. Mon avis du coup sur cette série, je kiffe de ouf. Franchement, c'est comique, c'est une petite série qui est pas prise de tête. Et en termes de style, je trouve ça juste énorme. C'est osé, c'est comme un défilé de mode au final. C'est exactement comme ça. Quand tu vois des défilés de mode, t'as pas l'impression que les gars ils vont se fringuer comme ça tous les jours dans la semaine. Là c'est pareil. Et au final, Emily, elle passe beaucoup plus de temps dans des soirées un peu mondaines, dans des vernissages, etc. Donc au final, les tenues, elles sont plutôt à propos. Donc oui, le style d'Emily in Paris, on aime, on n'aime pas, ça c'est une chose. Mais c'est vrai que le côté sponsoring, là, dites-moi si vous avez le même feeling que moi. Parce que franchement, je sais pas, c'est bizarre, ça m'a vachement choqué cette saison. Et du coup, bizarrement, dans cette saison, je suis un peu sortie du contexte, je suis un peu sortie de la série. J'avais un peu l'impression justement de voir un catalogue de pubs et de me dire « Ah ouais, ok, je suis une consommatrice, je suis la cible de telle publicité quoi ». Mais évidemment, la saison n'est pas terminée, on attend la partie 2, peut-être que je vais être éblouie par Rome, ou peut-être qu'il y aura encore plus de pubs. À Paris, moi je me sentais vachement concernée par les croissants et tout, ça passe, tu vois. Mais là, je suis censée être concernée par les pizzas italiennes.